de la santé, mais également pour pouvoir représenter leur voix en tant que représentants des usagers, c'est-à-dire notamment dans des conseils d'administration au niveau des instituts hospitaliers, voilà, pour que cette voix puisse aussi compter dans l'amélioration de procédures, dans plein d'autres améliorations qui sont possibles. Donc effectivement, voilà les quatre grandes missions de la Ligue et ce qu'on met finalement derrière ce terme que vous avez peut-être déjà entendu. Alors, effectivement, pour continuer, pour vous donner quelques chiffres vis-à-vis du contexte de l'entreprise face à l'annonce et même du cancer en France à l'heure actuelle, un petit contexte pour vous donner une idée par rapport à certains chiffres. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a 382 000 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués par an en France. Sachez qu'on est sur une moyenne un peu stable. Depuis maintenant une dizaine d'années, on tourne autour de 380 000, 400 000, 382 000 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués par an en France. Donc, on est sur quelque chose de stable en termes de nombre de diagnostics et on est sur un taux de mortalité qui diminue de plus en plus. Depuis maintenant, pareil, une dizaine, une vingtaine d'années, on meurt de moins en moins des suites d'un cancer. Une personne sur deux diagnostiquée à moins de 65 ans et un chiffre également assez important que vous voyez apparaître, c'est qu'on est sur 400 actifs par jour qui sont diagnostiqués d'un cancer en France. 400 actifs, donc il faut comprendre que ce soit salarié, fonctionnaire, indépendant, voilà, toute personne qui est en âge d'être en activité professionnelle. Et également, on est à plus de 3,8 millions de personnes qui vivent en France avec ou après un cancer. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez important. D'où le fait que cette question du cancer, du retour à l'emploi de manière générale, c'est une question finalement qui est très importante tout aussi bien pour la personne concernée, pour le salarié, pour l'actif concerné, pour les aidants également, qui se posent aussi énormément de questions vis-à-vis de pouvoir concilier une activité professionnelle pendant qu'on est en train d'aider quelqu'un qui est dans ce parcours de soins. Donc, une question cruciale pour la personne concernée, l'aidant, et également pour les entreprises, pour les organisations, avec différents enjeux, notamment économiques et sociétaux, qui sont assez importants. Alors, pour vers la suite, par rapport à ce que disait Julie, c'est vrai que ces parcours, ils sont importants. Les parcours en lien avec la maladie, ils ont beaucoup de répercussions et on en verra après certaines sur le milieu de travail. L'idée, c'était juste de vous faire un petit point sur quand même ce que vivent les personnes pendant cette maladie. C'est vrai que, pardon, on entend beaucoup parler des traitements lourds. Il y a beaucoup de représentations autour du cancer. On s'imagine plein de choses quand on dit cancer. Si vous dites le mot cancer autour de vous, vous demandez le premier mot qui vient aux personnes. Bon, en général, il y a la maladie, la mort, la chimiothérapie. Donc, l'idée, c'est aussi de se décaler, de voir un petit peu, finalement, qu'est-ce qui se passe pour les personnes dans ces cas-là. Donc là, vous avez un petit schéma qui reprend finalement les grandes étapes par lesquelles les personnes vont passer, toute une étape au niveau du diagnostic, avec cette consultation d'annonce qui vient à un moment donné poser un diagnostic. Ensuite s'enchaîne une phase de traitement, alors avec laquelle vous avez d'abord une réunion de concertation pluridisciplinaire avec les professionnels de soins qui vont décider du protocole de soins qui va être mis en place. Il faut savoir que ça va très vite, c'est-à-dire là, il y a la consultation d'annonce, les personnes ensuite sont projetées dans les traitements. Et puis ensuite, cette phase de traitement, avec ces traitements qui sont lourds, mais qui, comme le disait Julie avant, aussi ont des vraies évolutions qui permettent d'améliorer la qualité de vie. Peut-être on tend vers quelque chose où il y a aussi un peu moins d'effets secondaires. Quand on regarde des photos des premières chimiothérapies dans les hôpitaux il y a 50 ans, c'était des sièges avec des bassines. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a quand même une vraie amélioration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, c'est dans ces phases-là, le travail, il va être mis de côté. C'est très souvent une phase où ce n'est pas la priorité, les traitements prennent le dessus et puis, comme dit, tout s'enchaîne. C'est une phase où les agendas sont très remplis de rendez-vous médicaux et où les choses vont s'enchaîner assez rapidement. Suite à ces traitements, il va y avoir des bilans et puis par la suite, il va y avoir ce qu'on va appeler la phase d'après-cancer. Alors pourquoi est-ce qu'on appuie sur cette phase-là? Parce que le cancer, souvent, on a l'impression que les traitements sont finis, super. La personne, on va la prononcer en rémission quand c'est le cas et ça, c'est vraiment une bonne chose. Pour autant, c'est pas fini.
C'est un peu le message que je souhaite passer avec ce schéma-là, c'est de dire qu'après la phase de traitement, il y a une autre phase qui va s'ouvrir, hein. Il y a une chronicisation qui peut être possible. Bien sûr, il y a des possibilités aussi de récidive, on l'entend, c'est pas le cas de figure le plus positif, mais ça existe. Quoi qu'il arrive, dans cette phase-là, il va y avoir des contrôles réguliers et surtout tout un rétablissement à opérer suite à cette phase de traitement. Il y a des séquelles qui sont là, qui, pointent leur bout de leur nez, on les avait pas vues avant ou alors avec les traitements, on se rendait pas forcément compte de ce qui allait rester, ce qui allait pas rester. Donc cette phase d'après-cancer, qu'on appelle aussi cette phase de rétablissement, elle est importante à avoir en tête dans le parcours. C'est-à-dire qu'il y a pas simplement le diagnostic, les traitements, il y a le diagnostic, les traitements et puis aussi une phase, pour se rétablir de cette maladie quand les traitements ont bien fonctionné. Vous voyez en dessous toute la ligne des soins de support qui, tout au long du parcours, sont là pour accompagner, mais on vous en parlera un petit peu plus après pour que vous sachiez vraiment à quoi ça correspond les soins de support. Oui, alors effectivement, pour parler un petit peu, je reprends la suite de Léa, pour parler un petit peu plus des différents impacts du cancer, effectivement, et ses différentes répercussions, pour vous donner quelques points de repère vis-à-vis de ce qui peut être évoqué par les personnes, mais en même temps que peut-être qui ne seront pas évoqués, parce que je vais vous donner différents impacts, mais ça ne veut pas dire que c'est commun à tout le monde. C'est vrai que c'est très dépendant de la situation de la personne et de la manière, par exemple, dont la personne va réagir vis-à-vis des traitements, par exemple. Donc voilà, il y a toujours à nuancer ce que je vais vous apporter entre voilà, une petite connaissance vis-à-vis des effets secondaires, vis-à-vis de l'impact que ça peut avoir, mais en même temps de ne pas généraliser non plus parce que tout peut ne pas s'appliquer à tout le monde. Il y avait effectivement cette idée-là, mais j'en reviendrai juste après, notamment quand on parlera d'un impact en particulier. Donc effectivement, il y a des répercussions physiques, hein, comme vous le voyez, de la douleur, de la fatigue. C'est vrai que la fatigue est un effet secondaire dont on parle beaucoup tout de même, quelque chose qui est quand même assez récurrent dans le discours des patients et des patientes, cette fatigue assez importante qui survient suite au traitement. L'alopécie, donc ce qu'on entend souvent par la perte de cheveux, mais sous ce dénominatif-là, en fait, on entend la perte de tout poil, c'est-à-dire cheveux, cils, sourcils et autres poils inclus. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la perte de cheveux, il y a aussi toute la perte de la définition du visage, avec les cils, avec les sourcils qui quand même définissent une grande partie de notre visage. C'est là effectivement où je reviens sur ce côté attention à la généralisation. Vous pourrez peut-être être confronté à des personnes qui n'auront ou qui ne perdront pas les cheveux suite à leur traitement. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave, ça ne veut pas dire que les traitements sont moins forts, ça veut dire en fait que la personne réagit d'une manière différente auprès des traitements. Et voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est moins grave, au contraire. C'est une réaction tout à fait différente finalement. Perte d'appétit aussi, goût métallique dans la bouche, par exemple, ce sont des choses que vous pourrez entendre. Neuropathie, une sorte de fourmillement au niveau des extrémités, comme si on avait constamment des fourmis dans les pieds, dans les mains, comme si on avait des petites aiguilles qui vous plantaient, qui vous lacéraient au niveau des extrémités. Du coup, c'est assez dérangeant lorsqu'on perd toute sensation au niveau du pied ou toute sensation au niveau de la main. Troubles cognitifs, on en parle encore peut-être peu, alors que c'est quelque chose de très important. Les troubles cognitifs, c'est-à-dire les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention, de la concentration, la possibilité de faire plusieurs choses en même temps, de passer d'un dossier, je réponds à un appel, je me reconcentre sur un dossier. Ça peut être très compliqué pour les personnes, ça peut aussi perdurer dans le temps. Même si on récupère, ça peut perdurer assez longtemps dans le temps de se sentir un peu sorti de ce brouillard, de ce chémophog, comme on l'appelle en anglais. Et aussi un lymphodème, hein, par exemple, c'est le bras qui gonfle dans le cadre, par exemple, d'une intervention pour un cancer du sein. Le bras qui gonfle et du coup, l'impossibilité de faire différents mouvements répétitifs ou dans une certaine position avec les bras. Des répercussions psychologiques, hein, de l'anxiété, de la vulnérabilité, de l'isolement, de la culpabilité vis-à-vis d'être en arrêt, vis-à-vis de laisser ses collègues avec une charge de travail supplémentaire, etc. Donc voilà, ça peut être une culpabilité assez importante. Des répercussions sociales également, une baisse de revenus,
parce qu'effectivement, pour les personnes, pour les salariés qui n'auraient pas, ou du moins pour lesquels l'entreprise n'a pas souscrit de prévoyance, où il n'y a pas une mutuelle qui puisse un minimum faire un complément, eh bien la personne, au-delà d'un certain temps, se retrouve, au-delà du maintien de salaire qui est proposé, se trouve avec 50% de son salaire brut. Hein. Les indemnités journalières, c'est 50% du salaire brut. Donc, on peut passer dans des situations assez compliquées, hein, de personnes avec toujours le loyer à payer, les mêmes charges, mais avec un revenu qui est à la moitié de ce qu'ils avaient auparavant. Une augmentation des dépenses, tout n'est pas remboursé au niveau de la sécurité sociale, donc ça peut entraîner des dépenses assez importantes pour les personnes et du reste à charge finalement pour les personnes et également des interruptions de projet. Notamment, l'une des interruptions de projet dont on entend souvent parler, ou du moins dont les patients témoignent et les patientes témoignent, c'est cette idée, alors soit le projet est déjà en cours, soit à la suite des traitements, du parcours, finalement de tout le parcours de soins, de tout ce parcours dont Léa vous a parlé juste auparavant, cette envie après ce parcours de pouvoir mener un projet immobilier, notamment à deux, avec du coup là des difficultés vis-à-vis des questionnaires de santé qui sont proposés et qui sont demandés dans le cadre notamment des assurances emprunteurs. Alors bien entendu, il y a les personnes qui peuvent rentrer dans le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli maintenant qui a changé depuis juin 2022, où on est maintenant à 5 ans après la fin des traitements dits lourds. La personne n'est plus obligée de mentionner sa pathologie sur un questionnaire de santé. Il y a également eu des améliorations ou le fait que la personne ne remplit plus un questionnaire de santé si le prêt immobilier est à moins de 200 000 € et que vous l'avez remboursé avant vos 60 ans, euh, avec d'autres conditions lorsque vous êtes en couple. Voilà. Mais il y a des améliorations, mais bien entendu, il y a quand même toujours des difficultés par rapport à cela. Et c'est pourquoi vous voyez afficher la ligne d'écoute AIDA, qui est une ligne au niveau national qui est proposée par la Ligue contre le cancer. Vous avez le numéro de téléphone et le numéro à taper pour tomber sur cette plateforme-là. L'idée, c'est de pouvoir être accompagné dans ces questions, que ce soit des simples questionnements, demandes de conseils ou bien même dans l'élaboration d'un dossier. Ils peuvent accompagner les personnes dans cette question de l'assurance emprunteur et de comment faire pour pouvoir mener son projet à bien. Et enfin, bien sûr, il y a également des répercussions professionnelles, forcément. Pour certaines personnes, notamment celles qui sont en recherche d'emploi, eh bien, c'est l'idée de comment parler de ce creux dans le CV qui est affiché. Ça fait 1 an, 2 ans que je n'ai pas travaillé. Comment est-ce que j'en parle? Si on me pose la question, comment est-ce que j'ai envie d'en parler? Comment est-ce qu'on concilie aussi le traitement et le travail? Parce qu'il y a aussi des personnes qui souhaitent continuer à travailler pendant les traitements. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit possible pour les personnes, mais aussi pour le poste de travail? Le retour, bien entendu, au travail après un arrêt dont on va parler, et bien entendu, l'identité professionnelle. L'identité professionnelle de la personne est mise à mal, elle est un petit peu chamboulée, elle peut aussi être revue en voulant aussi évoluer, se reconvertir, etc. Et je terminerai sur une métaphore qu'une patiente nous a un jour communiquée, que je trouve toujours très belle, c'est qu'il faut vous imaginer que vous êtes une maison et que le cancer est une sorte d'ouragan, tornade, vous l'appelez comme vous voulez, et que cette tornade vient mettre à mal votre maison et vient mettre votre maison par terre. Et du coup, après que la tornade soit passée, eh ben, il faut reconstruire. Et vous reconstruisez pas forcément ni pareil qu'avant, ni avec les fenêtres au même endroit, ni la porte au même endroit. Cette idée-là qu'en fait, on est un petit peu différent d'avant, mais quand même. Effectivement, quelques petites synthèses par rapport à ce que je disais. Hein. Il n'existe pas un cancer, mais bel et bien des cancers. Et ce n'est pas parce que 2 types de cancers peuvent être à peu près semblables que ça l'est. Pas du tout. Il y a bien des cancers. Pareil, il n'existe pas de petits cancers. C'est un abus de langage. Comme Léa le disait, c'est une pathologie qui parfois devient chronique.
c'est une maladie de longue durée, on a en moyenne, et ce n'est qu'une moyenne, et j'insiste sur le fait que ce n'est qu'une moyenne, on est en moyenne sur 1 an d'arrêt de travail pour un cancer. Vous avez bien entendu des personnes qui ont besoin de plus ou moins de temps, et le respect de ce temps de convalescence, il est aussi hyper important. Et vous avez également du développement de l'ambulatoire, notamment avec des traitements oraux de chimiothérapie, des prises en charge ambulatoires où on rentre le matin pour une opération, on sort le soir. Donc effectivement, il y a aussi un changement dans la prise en charge qui est hyper important à connaître et à savoir, parce que ça ne veut pas dire maintenant une personne touchée par un cancer ne va peut-être pas forcément passer ou être hospitalisée. Et donc, ça nous demande aussi de changer un peu notre représentation qu'on a de la maladie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, parce que c'est une prise en charge orale ou ambulatoire. Au contraire, il y a toujours des effets secondaires qui sont lourds, qui peuvent être variables suivant les différents jours et qui parfois également peuvent ne pas être visibles. Il nous faut ton micro, Léa. Oui, avec le micro, c'est mieux. Merci. Maintenant que Julie elle nous a expliqué un petit peu quelles étaient les répercussions, les retombées, hein, ça permet parfois de faire un peu la lumière. Il y a des choses qu'on ne s'imagine pas forcément ou d'autres où on a des idées reçues. L'idée, c'est d'aller voir aussi un petit peu plus du côté du salarié et de l'entreprise. Qu'est-ce qui va se jouer lors de ce parcours-là? Quels vont être les enjeux sur le milieu de travail et pour la personne qui est active et pour l'employeur aussi. Alors, on va commencer du côté du salarié. Alors, je mets salarié, mais ça peut aussi être des agents de la fonction publique, hein. Voilà, c'est assez ouvert. Finalement, on reprend ces 3 phases-là et qu'est-ce qui se passe? Pendant la phase de diagnostic, déjà, on l'a vu avant, mais la phase de diagnostic, c'est un moment qui est en général un vrai choc, hein, c'est une sidération. En plus de ça, la personne qui vient d'avoir le diagnostic va, à un moment donné, être l'annonceur de ce diagnostic dans le milieu de travail. Alors avec toujours des questions, hein, les patients, ce qu'ils nous disent, c'est souvent, je ne sais pas quoi dire, ne pas dire, à qui je dois le dire, comment je dois le dire. Aussi parfois, cette peur d'être jugé, de pas forcément de craindre la réaction, de l'autre et puis de craindre aussi sur l'impact, professionnel, hein, du fait de s'arrêter, comment ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais être en arrêt, à qui je dois m'adresser? Donc en général, c'est quand même une période où il peut y avoir beaucoup de questions et de flou sur comment ça va se passer par rapport à mon entreprise, à mon travail. Il faut quand même savoir que dans la majorité des cas, ce que nous montrent les études, c'est que les personnes en parlent, hein. Parfois, on me dit: «Oui, oui, mais c'est tellement tabou, les gens, ils en parlent pas sur le milieu de travail». Si, ils ont quand même tendance à en parler, notamment, hein, à leur cercle le plus proche, les collègues, les managers, parce que c'est un gros choc, c'est un événement de vie qui vient, tout bousculer et donc on va avoir tendance à en parler. Déjà là, en fait, va commencer à se créer ou non, mais on espère que oui, le lien, hein, par rapport à à la personne qui est malade, qui va partir, peut-être à un moment donné, se soigner, mais de dire: là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui doit être parlé, au niveau de l'entreprise et pour le salarié dans son intérêt. Donc ça, c'est une phase, du côté voilà, c'est une étape du côté du salarié de dire, à l'annonce, comment je le transmets, comment je l'explique. Et puis pendant les traitements, hein, là où effectivement, c'est quand même un moment où il y a beaucoup l'intégrité corporelle, elle est atteinte, il y a des souffrances aussi, physiques, psychologiques, mais pour la personne, ça va être finalement de dire, comment est-ce que je garde le lien? Est-ce que j'ai envie de le garder? Comment je le garde? Qu'est-ce que je dis à mon employeur? Parce que finalement, là, on m'a arrêté 3 mois, on m'a renouvelé encore une fois, mais je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. Est-ce que finalement mes collègues ont pris de mes nouvelles? Est-ce que je suis en lien avec mon manager? Tout ça, c'est des questions pendant les traitements qui peuvent être abordées, bien que pendant les traitements, c'est peut-être la phase où il y a le moins finalement, le travail peut être relégué un petit peu pour certaines personnes à un second plan. Pour d'autres, il est très important à maintenir. Il y a même des personnes qui choisissent de continuer de travailler, en tout cas de concilier les traitements quand c'est possible, quand c'est vécu comme quelque chose de positif. En tout cas, il va y avoir un certain nombre de questions qui se posent aussi pendant les traitements. Et puis ensuite, dans cette période d'après-traitement, d'après-cancer dont on parlait avant, déjà, il peut tout de même y avoir une difficulté d'en finir avec la maladie, c'est possible, puisque les séquelles sont là et doivent prendre place dans la vie, hein, dans le retour à la vie. Alors, on met normal entre des guillemets, Julie vous l'expliquait avant. Et puis là, ça va être la question de comment se rétablir et puis comment préparer le retour quand il y a eu un arrêt long ou quand une évolution, quand la personne a concilié mais qu'elle revient un peu plus au travail. À qui s'adresser? Qui sont les acteurs
facteurs clés, comment je gère les séquelles, qu'est-ce que je fais si finalement je ne peux pas reprendre mon poste de la même manière qu'avant, où j'en suis au niveau de mes capacités, hein, qu'elles soient physiques, psychologiques, cognitives. Il y a des chiffres là qui sont quand même très importants à retenir et ça montre aussi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est là à vous en parler, hein. C'est parce qu'il y a une personne sur 3 qui est plus en diagnostic 2 ans après un diagnostic de cancer et à 5 ans, c'est 20% des personnes. Et ça montre, hein, dans la thématique du handicap qu'on connaît, qui est aussi là représentée dans la SEPH, de dire qu'au bout d'un moment, il y a une chance de désinsertion, un risque, pardon, une chance plus grande, on ne va pas dire une chance, mais un risque de désinsertion professionnelle plus grand chez les personnes qui ont été atteintes d'un cancer, en tout cas atteintes d'une pathologie lourde, hein, une pathologie qui va souvent être invalidante. Okay. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe du côté du salarié, en sachant que, et là, on appuie un petit peu sur les séquelles, hein. Julie, elle vous en a parlé un petit peu avant, hein, des répercussions qu'il pouvait y avoir. Et ben, ces séquelles-là, les études, elles montrent que 5 ans après le diagnostic, les personnes, 2 personnes sur 3 disent qu'elles ont conservé des séquelles physiques, cognitives et psychologiques. Et à la reprise, elles évoquent des effets secondaires, hein, des traitements, les difficultés d'attention, de mémorisation, le sentiment d'être hors circuit, c'est quelque chose qui nous est beaucoup partagé. Comment est-ce que je vais faire pour finalement retrouver ma place après cette absence, après tous ces chamboulements? Est-ce que je suis encore capable? Et là, on est vraiment dans cette notion du handicap qui, dans cette pathologie, vous voyez, est souvent invisible, hein, comme 80% des handicaps qui sont reconnus. J'aime bien la petite image à côté, elle dit « Et si avoir été touché par le cancer devenait une force plutôt qu'une gêne? Et si se battre contre la maladie apportait des qualités et des compétences ?» C'est l'idée que les personnes qui ont traversé ce parcours ont aussi, il y a une notion de compétence acquise, de quelque chose qui a été appris, qui est très fort durant ces étapes-là, une notion de résilience aussi. Et aujourd'hui, la question, c'est comment valoriser ça aussi dans le milieu professionnel. Tout en accompagnant la personne et l'entreprise, mais on verra, le Cap emploi a aussi son rôle à jouer. Sabine vous l'expliquera juste après, il y a plein de choses qui existent et qui sont possibles. Juste sur cette partie de la personne, comme disait Julie avant, il y a tout de même une ambivalence et vous pourrez peut-être la rencontrer quand vous rencontrerez des personnes qui sont dans ce parcours-là. C'est-à-dire que la reprise du travail dans des parcours où les personnes ont été malades, il y a une ambivalence. C'est à la fois quelque chose de très positif parce que ça permet de tourner la page, finalement retourner au travail, ça veut dire que la maladie, elle n'est plus aussi présente ou que la rémission a pu être prononcée à un moment donné. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des craintes, des incertitudes ou que la maison, elle n'est pas encore en reconstruction, comme en reprenant l'exemple de Julie. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas tout qui est fini, hein. Les finitions, elles sont encore en attente. On ne sait pas encore exactement quelle couleur de rideau on va mettre. Alors, c'est pour aller un peu plus loin dans la métaphore, mais c'est pour dire qu'il reste des inconnus et ça, les personnes, elles doivent l'expérimenter en le vivant et donc, c'est quelque chose à accompagner. Vous voyez la phrase en bas, hein, je ne suis ni tout à fait comme avant, ni tout à fait comme les autres, mais quand même, cette ambivalence, elle existe aussi sur le milieu de travail et elle est accompagnée. Donc là, on a vu la partie plutôt du côté de la personne, mais il est vrai que du côté de l'entreprise, il va y avoir des enjeux dans ces 3 phases aussi, hein. Au moment du diagnostic, pareil, hein, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on communique à la personne malade, qu'est-ce qu'on lui donne comme information, qu'est-ce qu'on dit à l'équipe, qu'est-ce qu'on dit aux clients, comment on gère aussi ce que ça peut provoquer dans les équipes, l'annonce de cette maladie-là, comment on réagit. Alors, c'est vrai pour le manager de proximité, c'est vrai pour les collègues. Il va y avoir cette question qui est posée, hein, la réaction au diagnostic, elle peut être aussi forte sur le milieu de travail et peut être accompagnée. Pendant les traitements, toute la question de comment garder le lien, comment gérer l'absence, si absence il y a, et dans la majorité des cas, il y a, hein. Comment on gère la charge de travail, comment on organise le remplacement, si remplacement il y a besoin, comment est-ce qu'on se comporte finalement pendant cette absence, est-ce qu'on demande des nouvelles, est-ce qu'on n'en demande pas? Souvent on dit « bah oui, je voulais demander des nouvelles, mais en fait, je ne savais pas trop parce que comme la personne est en arrêt, etc. » Il y a des personnes qui disent, j'ai une personne l'autre jour qui m'a dit « non, vous vous rendez compte, ça fait 15 ans que je travaille dans cette entreprise et ils ne m'ont même pas appelé. » Ah, ok. Et quand on discute avec son manager, il dit oh, j'avais tellement peur de mal faire qu'au final, je n'ai pas fait. Bon, ça, c'est des situations qui arrivent et qui existent. Pour autant, pendant les traitements, il va y avoir un certain nombre d'enjeux du côté de l'entreprise pour la personne, mais aussi pour que ça continue, hein, pour pouvoir assurer une continuité de service, parce qu'il y a des enjeux organisationnels qui existent. Et puis, dans la 3e phase, finalement, pour l'entreprise, ça va être comment préparer le retour, qui sont les acteurs, que faire s'il y a des restrictions d'aptitude aussi, hein, c'est des choses qui arrivent. Finalement, c'est cette question de comment on réussit le retour au travail, comment on fait en sorte que ce soit quelque chose qui se passe bien, qui soit positif et pour la personne et pour l'entreprise, et non pas un chamboulement qui serait un peu destructeur au niveau de l'organisation.
Alors, on a quelques leviers. Je vais vous en donner quelques-uns et puis ensuite, Sabine, elle vous en partagera d'autres en lien avec la structure du Cap Emploi. C'est aussi l'intérêt de pouvoir partager ensemble avec les deux structures aujourd'hui. Alors, il y a plein de petites bulles. Je vais faire un ou deux focus sur certaines bulles, mais voilà, on ne va pas tout décrire entièrement. Je crois que les 2 premières, maintenir le lien et respecter la convalescence, alors elles vont bien ensemble, hein, parce qu'on peut tout à fait maintenir le lien en respectant la convalescence. Ça va être quelque chose de très important. Ce qu'on voit, c'est que finalement, dans les parcours, sur ces enjeux de maintien, de retour à l'emploi, à partir du moment où le lien avec l'employeur, entre l'employeur et le salarié, est maintenu le plus tôt possible, hein, et dans de bonnes conditions, plus ça va faciliter en fait le retour au travail. Imaginez, vous n'avez pas eu de nouvelles ou voilà, il n'y a pas eu de communication pendant 8 mois, 9 mois, 1 an, et du jour au lendemain, eh ben, il faut organiser un retour. Forcément que c'est un petit peu plus délicat que si le maintien du lien a été effectué. Alors, en accord avec comment la personne malade le souhaite, comment l'entreprise le souhaite, ça c'est sûr. Mais en tout cas, quand il y a maintien du lien, c'est positif. Anticiper le retour. Alors, il y a plusieurs choses. Le temps partiel thérapeutique, on en entend beaucoup parler. C'est quelque chose qui est très utilisé. C'est un dispositif qui est très utilisé dans les cas de cancer. Alors, pourquoi? Mais dans d'autres pathologies aussi. C'est parce que ça permet de reprendre progressivement au niveau du temps de travail et donc de gérer aussi les séquelles qui pourraient être celles de la fatigue, notamment, hein, Julie, elle le disait, ce qui est très présente. Donc, le temps partiel thérapeutique, c'est quelque chose qui peut se faire aussi progressivement, donc 50, 60, 70, 80, pour retourner vers un temps plein in fine. Anticiper le retour, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire du remplaçant, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on va informer les collègues, c'est aussi de voir comment on va réorganiser la charge de travail, hein, ça c'est directement aussi le rôle du manager de proximité en général. Pour le manager, c'est qu'il puisse se faire accompagner parce qu'il n'a pas forcément toutes les clés. Alors, il y a plein d'acteurs dans le parcours qui peuvent l'aider. Il y a le référent handicap, le service de santé au travail, il va avoir dans certaines entreprises et en fonction de la taille, les ressources humaines qui vont pouvoir appuyer aussi, le Cap Emploi, on verra. En tout cas, il y a des possibilités pour préparer et se faire accompagner. Alors, en bas à gauche, on a rendre la personne actrice de son retour, mais globalement, je crois que ça marche dans tout le parcours. C'est-à-dire que la personne malade, elle peut aussi avoir, à un moment donné, des idées, des souhaits, des envies. Elle peut voir les choses d'une certaine manière en ayant fait le point sur sa situation et en étant force de proposition. Avec Julie, on rencontre au quotidien des personnes qui sont dans cette réflexion-là de retour. Et bien finalement, quand elles arrivent avec leurs idées en étant force de proposition, ça marche très bien, hein, c'est bien accueilli dans le milieu de travail. Préparer le jour J, encore une fois, en demandant l'avis à la personne. Alors, souvent, on dit oui, on pourrait faire quelque chose, marquer un peu le coup. D'accord, on n'oublie pas de demander à la personne, hein, parce que organiser une grosse fête, c'est super. Si la personne elle avait envie de revenir un petit peu discrètement, c'est peut-être un peu moins agréable. En tout cas, c'est toujours dans cette idée de communiquer, mais de ne pas se laisser avoir. Le jour J est arrivé, la personne, il y a encore un remplaçant à son bureau, elle n'a pas le code d'accès du nouveau logiciel, la barrière du parc non plus. Voilà, c'est vraiment cette idée-là d'anticiper ce jour-là. C'est un jour important, c'est le jour où la personne revient et l'absence a pu être longue. Il y a plein de choses qui se sont passées aussi. Donc, c'est presque à penser comme une réintégration, hein, en lien avec la personne, de l'associer à cette démarche. Alors, en haut, là, on a prendre en compte les séquelles. Hein, ça, c'est évident, parce qu'on les a vues, elles sont souvent là, même si elles sont invisibles, elles sont là. Et puis ensuite, c'est comment? Alors, il y a un rôle aussi pour l'entreprise d'informer le salarié sur le rôle du service de prévention et de santé au travail, parce qu'il va y avoir 2 visites qui vont être très, très importantes dans le parcours. La visite de reprise qui est obligatoire, hein, dans les 8 jours à compter de la reprise, quand il y a eu un arrêt long, mais aussi la visite de pré-reprise, qui peut être sollicitée par la personne. Directement, la personne peut demander au service de santé au travail de faire une visite de pré-reprise et ça va lui permettre en amont de discuter, d'échanger avec le médecin du travail et de pouvoir faire le point si il y a besoin d'aménagement, comment est-ce qu'on va pouvoir reprendre, est-ce que le temps partiel peut être envisagé, est-ce qu'il y a des moyens de compensation à mettre en place ou non au vu du handicap. En tout cas, c'est un moment qui est très important et pour autant, la visite de pré-reprise, elle n'est pas encore toujours sollicitée. Donc, on insiste vraiment sur la visite de pré-reprise. C'est un moment clé qui peut permettre d'anticiper et de préparer. Souvent, moi, je parle avec les patientes et puis je leur dis « Est-ce que vous avez pensé à la visite de pré-reprise ?» Bon, alors, ce n'est pas toujours connu. Et quand elles y vont, elles reviennent, elles disent « Mais ça, je n'y avais pas pensé. Je ne l'avais même pas imaginé. » Et heureusement,
que je ne l'ai pas vu dans les 8 jours à compter de la reprise, hein, parce que là, ça aurait été plus difficile. Quand il y a un aménagement de poste, on s'imagine d'arriver le jour J et de dire finalement, on se rend compte que ça ne marche pas, qu'on n'arrive pas à faire les mouvements. Imaginons, on est sur un poste avec des gestes répétitifs, il y a un lymphœdème et en fait, ça pose un problème. Et on est bien bloqué au jour de la reprise. Donc, encore une fois, l'anticipation, c'est aussi la visite de pré-reprise et ça permet d'en échanger librement avec le médecin du travail dans un premier temps. Bien sûr, il y a aussi des études de poste, des accompagnements pour l'aménagement, mais Sabine nous en parlera un petit peu plus. Peut-être le dernier message, c'est aussi de se dire que la reprise, c'est un processus et que c'est quelque chose qui s'accompagne aussi dans le temps, avec aussi des bilans intermédiaires, en lien avec le manager, en lien avec la personne qui reprend. Voilà, c'est sûr qu'en une semaine, on n'aura pas réussi à récupérer toutes les habitudes d'avant. Il y a des choses qui ont changé, le poste de travail a évolué, la personne a changé aussi, on n'est plus tout à fait la même, n'est plus tout à fait comme avant, comme disait Julie. Donc voilà, c'est aussi cette idée-là. Alors, je vais passer la main à Sabine qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus là sur ces dispositifs et nous présenter des choses un peu différentes, mais vous allez voir, c'est complémentaire. Je t'en prie. Merci Léa. Déjà, avant de présenter des dispositifs qui me sont chers, je voulais quand même vous présenter le Cap emploi. Qui peut être mobilisé à tout moment du parcours de la personne et notamment lorsqu'elle est en arrêt de travail ou en phase de reprise. Le Cap emploi, c'est un service qui est financé par la GFIP, le FIP et le Pôle emploi que l'employeur peut tout à fait mobiliser en fait lorsqu'il souhaite initier une démarche de réflexion dans le cadre du maintien de l'emploi d'un de ses salariés. On fonctionne au travers de subventions et donc je précise que finalement nos interventions sont gratuites, hein, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le salarié. On est un organisme de placement spécialisé. Pardon ? Oui, on nous fait remarquer qu'on ne t'entend pas très bien dans le... D'accord, je vais essayer de parler un peu plus fort. Super, merci. Donc, on est un organisme de placement spécialisé, donc avec deux axes de travail. Et donc, l'objectif, en fait, final, c'est de pouvoir sécuriser le parcours professionnel des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, un axe 1 qui n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais qui concerne les demandeurs d'emploi, avec un travail sur le projet professionnel, l'aide à la recherche d'emploi, le recueil des offres d'emploi avec des employeurs et un accompagnement dans le cadre de l'intégration et de l'accueil d'une personne nouvellement embauchée. Et l'autre axe, ça concerne le maintien de l'emploi de salariés, d'agents de la fonction publique, de travailleurs indépendants qui seraient en fait finalement confrontés à une inadéquation entre leur état de santé, leur handicap avec leur poste de travail, voire de leur activité professionnelle pour les travailleurs indépendants. On est un expert sur le champ de la compensation du handicap, mais plus globalement, un expert également sur l'ensemble des dispositifs qui existent, soit sur le champ du maintien dans l'emploi, mais également sur le champ des transitions professionnelles. Et c'est ce qui fait, je dirais, notre force finalement dans l'information, le conseil et l'accompagnement qu'on peut donner à ces entreprises et à ces personnes qui vivent quand même une situation qui n'est pas facile et qui doivent réfléchir à mettre en place des solutions qui sont adaptées à la fois à la situation de la personne et adaptées au contexte de l'entreprise. Notre rôle aussi, c'est véritablement de coordonner finalement l'ensemble des interventions de nos partenaires, de fournisseurs, de mobiliser aussi des aides et prestations, de voir effectivement quelles aides et quels financements on peut mettre en place. Et donc, on s'inscrit également dans une démarche précoce, parce que ça nous est cher,
précoce en lien avec la PDP, la prévention de la désinsertion professionnelle, et bien sûr en lien et en complémentarité avec les actions du service de prévention de santé au travail et du service social de l'assurance maladie. Donc notre souhait, notre leitmotiv finalement, c'est aussi d'agir le plus précocement possible lorsque la personne peut reprendre son activité. Ça veut bien dire qu'on peut tout à fait interagir lorsque la personne est en arrêt maladie. Et ça, c'est un point important, ne pas attendre la reprise ou l'information que la personne va reprendre. Il faut vraiment anticiper dès que finalement vous avez pu donner des informations à votre salarié qui se questionne sur sa reprise, qui a besoin de comprendre aussi tout ce qu'il peut-être mettre en place, la visite de pré-reprise, le rendez-vous de liaison. Il y a toute une série d'informations et donc là, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'une part du médecin du travail aussi, parce que celui-ci n'a pas forcément connaissance d'ailleurs de l'arrêt maladie du salarié et de se rapprocher de nous. Donc, l'arrêt maladie n'est pas un frein pour notre intervention. Deuxième point aussi important, c'est que nous, on intervient pour des personnes qui sont en situation de handicap et qui pourraient avoir une reconnaissance administrative de la qualité de travail handicapé. À noter que nous, on ne va pas attendre ce sésame administratif pour pouvoir intervenir et qu'on va tout à fait pouvoir intervenir alors même que la démarche est en cours, alors même que la personne a la volonté de réaliser cette démarche de reconnaissance de travail handicapé. Donc voilà, les actions en tout cas en premier s'inscrivent dans cette précocité également. À partir de là, on va dérouler finalement toute notre offre de services avec une première étape qui est très importante, qui concerne le diagnostic de situation, qui est faite à la fois effectivement avec la personne pour connaître sa situation personnelle, pour connaître effectivement sa situation médicale, la comprendre, savoir si elle a contacté le médecin du travail, connaître ses contre-indications médicales, faire le point sur son projet de vie et également faire la même chose finalement avec l'employeur. Déjà pour cibler qui sont les interlocuteurs dans l'entreprise, pour comprendre le contexte de l'entreprise, son mode de fonctionnement, son organisation, ses postes de travail, ses possibilités de reclassement. Et en fait, on va croiser un petit peu tous ces éléments, toutes ces données, on va les analyser et on va co-construire ensemble, avec l'employeur et le salarié et le médecin du travail, des solutions qui sont adaptées pour favoriser finalement la reprise du travail. Donc, dans ce cadre-là, on a toute une série d'outils. Finalement, le premier outil, c'est l'analyse du poste de travail. Ce sont des entretiens. Donc, effectivement, notre objectif à nous, c'est d'intervenir en entreprise, effectivement, pour faire cette analyse de poste ou sur un autre poste, peu importe, et de pouvoir effectivement identifier finalement la faisabilité de telle ou telle action, et de voir aussi en parallèle quels sont les moyens de compensation qu'on pourrait mettre en place. Dans ce cadre-là, on peut également aussi mobiliser des prestations, on va dire, complémentaires à notre diagnostic, à notre analyse, qui va nous permettre d'approfondir certaines pistes pour avoir peut-être des éléments de compréhension beaucoup plus fines sur la nature de la déficience, sur son impact, mais également aussi qui vont nous permettre peut-être de mettre en évidence quels sont les éléments dans l'exécution de la tâche qui sont vraiment et particulièrement contraignantes pour la personne qui l'exerce. Donc, on a des outils qui sont à notre disposition, qui sont financés
par l'AGFIP et le FIPHFP, qu'on appelle des prestations d'appui spécifiques ou des études ergonomiques. Et tous ces éléments-là vont en fait vous nous permettre de finalement trouver la solution, hein, et de pouvoir accompagner à sa mise en œuvre en mobilisant l'ensemble des aides financières qui sont possibles. Alors, j'ai mis aussi dans la slide le suivi dans l'emploi. C'est un autre axe pour lequel le Cap Emploi intervient, et ça me paraît important dans ce contexte de maladie invalidante, le cancer, puisqu'on a bien vu, on a compris qu'il y a quand même un impact physique et psychologique important. On a bien vu aussi que la personne peut mettre du temps aussi, hein, ça peut durer plusieurs années. Et donc, il me semblait primordial de pouvoir continuer à accompagner la personne et l'entreprise pour pouvoir finalement intervenir au bon moment s'il devait y avoir de nouveau un frein, que ce soit l'état de santé ou le contexte d'entreprise qui évolue, pour pouvoir réintervenir le plus tôt possible. Voilà. Sabine, il y a une question intéressante qui fait un peu le lien là dans le chat. Je me permets de te la poser, comme ça on peut peut-être le faire en live. Il y a quelqu'un qui a réagi sur le fait que tu as dit personne en situation de handicap, et elle demande si une personne qui a vécu un cancer est considérée comme telle par rapport au Cap Emploi. Donc, je trouve que c'est une question intéressante. Effectivement, est-ce qu'une personne qui a un cancer peut obtenir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? C'est finalement la question qui est posée. Alors, si tu veux en dire quelque chose, Sabine. Je pense que la personne a tout intérêt à effectivement, déjà, en parler avec son médecin du travail, médecin traitant. Et s'il y a un impact en fait sur son poste de travail, oui, elle a tout intérêt à déposer une demande de la qualité de travailleur handicapé. Voilà. Et dans ce cadre-là, nous, on va pouvoir également intervenir. Voilà. Et peut-être pour répondre aussi par rapport à ce que Julie et moi, on voit souvent au niveau de l'accompagnement des patients et des patientes, c'est que finalement, les demandes de RQTH, elles sont données par la MDPH, c'est-à-dire qu'elles sont très souvent accordées dans le cadre des pathologies cancéreuses, puisque oui, il y a des séquelles, il y a des impacts qui peuvent avoir une influence sur le travail, sur le poste de travail, sur l'adaptation. Alors attention, par contre, ce n'est pas considéré comme tel sans démarche. C'est pas parce qu'il y a un diagnostic de cancer, ça on l'entend parfois, qu'il y a forcément une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. C'est à la personne de faire la démarche au niveau de la MDPH. Elle peut être accompagnée par une assistante sociale pour faire cette démarche, et ensuite ça permet par la suite d'avoir l'accompagnement du Cap Emploi. Rien que le fait d'avoir déposé le dossier en fait suffit à pouvoir enclencher un accompagnement. Pardon, Sabine, je passe du coup la suite. Alors, j'ai remis une notion sur la notion d'anticipation, et en précisant qu'à mon sens, c'est la clé de la réussite, tout simplement parce que on peut mobiliser aujourd'hui quand même un panel d'outils pendant l'arrêt de son salarié. Et qu'il faut préparer la reprise de celui-ci sur son poste. Je suis d'accord à 100%. Il est impératif que, en prenant toutes les précautions, bien sûr, que l'entreprise garde le lien avec son salarié pendant l'arrêt maladie. Effectivement, avec toutefois certainement des points de vigilance, notamment dans le cas du respect de la vie privée, du secret médical, bien sûr. Mais il est impératif aujourd'hui que les entreprises aussi peut-être se créent un petit peu un processus. Alors, ça ne concerne pas que le cancer, mais quelle démarche réaliser et sous quelle temporalité pour nous garder le lien avec notre salarié qui serait en arrêt maladie.
C'est d'autant plus important que finalement, la loi La santé au travail du 2 août 2021 met aussi les prémices de cela, puisque l'entreprise sera quand même dans l'obligation de pouvoir proposer à son salarié un ensemble d'éléments et dans le cadre de ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison, en lien avec le médecin du travail, bien sûr. Donc, c'est important aujourd'hui que l'entreprise puisse se structurer par rapport à ça. Donc, je ne vais pas reparler de la visite de pré-reprise, Léa, on a bien parlé, mais moi, je voulais vous appuyer sur deux choses. C'est l'essai encadré et la convention de rééducation professionnelle. Alors, l'essai encadré, c'est on va dire un dispositif qui est financé, en fait, qui est prévu par l'assurance maladie. C'est un dispositif qui rentre dans ce qu'on appelle des actions de remobilisation pendant l'arrêt maladie, qui est proposé en fait aux assurés sociaux en arrêt de travail et qui sont indemnisés au titre de la maladie ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et qui va s'inscrire dans un objectif de retour à l'emploi. Et il va permettre en fait à cet assuré de pouvoir faire une immersion, voilà, dans son entreprise d'origine pour pouvoir effectivement tester sa capacité, ses capacités à finalement à retourner sur son poste de travail ou sur un autre poste dans l'entreprise. Donc, on va pouvoir tester il va pouvoir tester son poste de travail. Il va pouvoir tester un autre poste dans l'entreprise. Et l'objectif derrière, et on le voit bien par rapport finalement aux répercussions physiques du cancer, c'est qu'on va pouvoir aussi, dans ce cadre-là, évaluer finalement les capacités de la personne en termes de rythme, en termes de réalisation des tâches, de pouvoir voir s'il y aura nécessité ou pas d'intervenir sur un aménagement de poste, que celui-ci soit technique ou organisationnel, de pouvoir réfléchir finalement aussi au cadre de la reprise. On a parlé tout à l'heure du temps partiel thérapeutique. Donc, du coup, c'est aussi une alternative à l'issue de l'essai encadré qui peut être mise en place. La personne a quand même une récupération qui est plus difficile, elle est fatiguée, donc on commence peut-être par un temps partiel thérapeutique. Donc, ce dispositif, c'est vraiment, à mon sens, il est important à mettre en place. Il est soumis à l'accord du médecin traitant, il est soumis à l'accord du médecin conseil et de la cellule de PDP de la sécurité sociale. Et bien sûr, il est soumis à l'aval du médecin du travail, qui est de toute façon le pivot du dispositif, puisque à chaque fois qu'on va proposer des actions, on fait le lien aussi avec le médecin du travail. Alors, bien sûr, il faut quand même mettre en place cet essai encadré lorsqu'on a des éléments médicaux qui sont plus ou moins stabilisés. Mais c'est vraiment important d'avoir en tête cette possibilité aujourd'hui de pouvoir tester un poste de travail jusqu'à 28 jours quand même. C'est 14 jours renouvelables une fois. Et se donner toutes les chances, effectivement, de bien préparer la reprise de son salarié. Alors, l'autre point, c'est la convention de rééducation professionnelle qui doit être initiée, en fait, et réfléchie pendant l'arrêt de travail. Elle va être destinée, en fait, à des assurés qui, du fait de leur handicap, ont perdu la possibilité d'exercer leur emploi. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir préparer la reprise sur un autre poste dans l'entreprise ou d'ailleurs dans une autre entreprise pour finalement permettre l'acquisition de connaissances, de savoir-faire
qui seraient nécessaires en fait à l'exercice du nouveau métier. Donc clairement, on est sur un reclassement interne à un autre poste. C'est une action de formation en fait, et l'intérêt en fait de ce dispositif, c'est que finalement l'élément de rémunération de la personne est prise à la fois en partie par l'employeur, mais en partie également par la sécurité sociale, puisqu'il y a un maintien d'une partie des indemnités journalières de la personne. Voilà. On est sur une convention qui est conclue avec la CPAM, l'employeur et le salarié, et la DRETS est informée de la mise en place de cette convention. Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi en tête aussi cette possibilité de convention. Et d'ailleurs, on peut, dans ce cadre-là, également solliciter des aides de la GFIP pour le financement de la formation via une formation interne ou via une formation en externe. Voilà. Et si il y a une absence de solution, parce que des fois ça arrive, le maintien dans l'emploi n'est pas possible, ben on va pouvoir continuer l'accompagnement du salarié s'il le souhaite pour un appui dans son projet de reconversion professionnelle. Voilà. Merci Sabine. Ouais, on voit à quel point en fait il y a plein de dispositifs qui existent auxquels on ne pense pas forcément et à quel point ça peut être important d'être accompagné justement pour les solliciter au bon moment et dans l'intérêt du maintien dans l'emploi. Alors, on arrive bientôt à la fin, mais Julie, elle a quand même encore quelques petites ressources à vous partager. Et puis, si en attendant, il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le question-réponse. Ouais, on va aller assez vite pour pouvoir quand même ne pas dépasser trop par rapport au timing qui était proposé. Donc effectivement, l'une des ressources que vous pouvez consulter, c'est la plateforme du coup Emploi et Cancer que vous voyez affichée, qui est une plateforme qui a été mise en place par la Ligue contre le cancer et où l'objectif c'est qu'on puisse vous fournir finalement différents témoignages vis-à-vis de ce que les personnes vivent dans le cadre d'une reprise de l'activité professionnelle. C'est assez large, vous voyez qu'il y a différentes thématiques. On parle tout aussi bien de la RQTH, donc cette fameuse reconnaissance en qualité de travailleur handicapé dont on parlait juste avant, comme les troubles cognitifs ou le travail indépendant, par exemple. Donc, vous aurez le diaporama, bien entendu, à la suite de l'intervention. Donc, effectivement, vous aurez donc également aussi le lien et vous pourrez, si vous souhaitez, prendre connaissance des différentes vidéos qui existent et qui, comme je vous le disais, abordent chacune des thématiques bien différentes. On est quand même sur une plateforme qui vit assez régulièrement et restez à l'affût parce qu'il y a à chaque fois des nouveaux témoignages qui sont mis en ligne à chaque fois sur des thématiques bien différentes. On a également, comme je vous disais, différents soins de support, donc ce qu'on appelle soins centre de support, ce sont toutes les activités hors soins médicaux qu'on peut retrouver tout aussi bien dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin, notamment par rapport à de l'accompagnement professionnel, que ce soit de l'accompagnement individuel, des ateliers collectifs pour les patients et les patientes, mais également d'autres ateliers spécifiques comme les ateliers mémoire, le projet pro, des ateliers de remédiation cognitive, etc. Vous allez trouver tout un panel d'activités dans nos différents comités, des différents soins de support. Là, on vous en a mis également d'autres que vous pouvez retrouver dans nos départements, du soutien psychologique, de l'activité physique adaptée, des activités de bien-être, des aides financières, de l'accompagnement social, des conseils diététiques, de la socio-esthétique, mais également plein d'autres. C'est vrai que le plus pratique sera de nous suivre différemment sur nos sites internet, sur nos réseaux sociaux, pour pouvoir être au courant des activités et des soins de support que qu'on propose et qu'on met en place aussi chaque année, qui évoluent aussi, et avec les nouvelles activités aussi. En sachant que tout est gratuit, c'est quelque chose qui est important, notamment quand il y a des impacts sur la situation sociale, comme le disait Julie, c'est gratuit pour tout le monde. Et bien entendu, on intervient également en entreprise via différents
via différentes actions que vous pouvez voir, hein. On intervient tout aussi bien dans le cadre de journées de sensibilisation sur cette thématique-là de l'accompagnement d'un collaborateur qui va revenir des suites d'un cancer, plutôt à orientation managériale, ressources humaines, accompagnement du personnel. Et après, au niveau de tout autre collaborateur et collaboratrice au sein d'une structure, d'une organisation, on peut aussi intervenir sous format conférence, webinaire ou bien sous format plutôt ludique avec un atelier, un serious game que vous voyez affiché à l'écran, qui est intéressant pour pouvoir lever la parole vis-à-vis et lever les tabous vis-à-vis de cette thématique-là qui peut parfois être compliquée effectivement à aborder, avec aussi la possibilité d'accompagnement par rapport à différents questionnements, etc. Donc, voilà ce qu'on peut proposer globalement sur le territoire bas-rhin-haut-rhin de manière générale. Ouh. Et effectivement, voilà, on a beaucoup parlé de retour à l'emploi, mais également au niveau des entreprises. La dernière chose, on va dire, qu'on propose, c'est également de la prévention. Je vous ai parlé de la prévention comme étant l'une des missions de la Ligue, prévention, promotion du dépistage. Donc, bien entendu, on propose également des stands de prévention, que ce soit des stands, des animations sur différents facteurs de risque par rapport à des actions thématiques. Hein. J'ai parlé d'Octobre Rose, Mars Bleu et d'autres thématiques qui existent. Mais voilà, notre objectif, c'est tout aussi bien d'accompagner le retour à l'emploi que aussi de pouvoir accompagner la prévention des cancers sur différents facteurs de risque et de la promotion au dépistage. Yes, parfait le timing, Julie. On vous laisse les coordonnées. Alors, je regarde s'il y a quelques questions. Quand même, peut-on nous dire la signification des abréviations dans la diapo au niveau transition professionnelle? Oui, je pourrais les mettre, je vais peut-être les décrire dans la version que je vous enverrai, comme ça vous les avez. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes, elles sont pas forcément toujours simples. Alors, je les remets juste ici. Voilà, on vous les... Alors, c'est vrai, oui, effectivement, c'est le travers. Hein. Donc, BC, bilan de compétences, PTP, projet de transition professionnelle. PMSMP, c'est mise en situation professionnelle. Alors, vous voyez, j'ai même oublié, je crois, complètement. C'est autre slide. Et il y avait aussi compte personnel de formation. Donc, ce sont tous les outils qui nous permettent de travailler avec la personne sur les transitions professionnelles et le projet de reconversion pro, en fait. Voilà aussi une raison du pourquoi c'est important de pouvoir faire appel à Pôle emploi, au Cap emploi quand on en a besoin, parce que c'est assez difficile, c'est très vaste, et puis c'est des dispositifs voilà, dont ils sont vraiment experts. Donc, n'hésitez pas pour ça. Et une dernière question, qu'est-ce que Mars Bleu? Mars Bleu, c'est la campagne de prévention du dépistage colorectal. Alors, on entend beaucoup parler de Octobre Rose, mais le mois de mars est destiné à cette campagne-là, hein, chez les hommes et chez les femmes. Il y a une dernière question sur la différence entre l'AGFIP et le FIPHFP. Simplement, l'AGFIP, c'est le fonds dans le secteur privé et le FIPHFP dans le secteur public. Voilà, mais globalement, si je ne dis pas de bêtises, Sabine, c'est structuré. Et bien sûr, je vous remets les numéros de téléphone. Vous les avez à la fin. Et vous pouvez aussi aller sur les sites internet du Cap Emploi ou bien des comités. Et vous aurez toutes les infos par mail. Voilà. On a des merci, on a des bonnes journées. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Merci. Merci.